Salut à tous, alors au début, je voulais te parler de plusieurs lieux hantés au Japon, mais finalement je préfère m'attarder sur un seul lieu que je trouve personnellement le plus important et le plus intéressant, la forêt d'Aokigahara. La forêt d'Aokigahara Jukai, Jukai qui signifie en japonais la mer d'arbres, se situe à côté du mont Fuji. C'est une forêt assez jeune qui a poussé il y a environ 1200 ans sur de la roche volcanique suite à une éruption du mont Fuji. Géographiquement, elle a tout d'une forêt banale, on pourrait la traverser en théorie en 3-4 heures de marche. Mais chaque année, on retrouve énormément de cadavres de randonneurs égarés. La légende dit que quiconque s'enfonce trop profondément dans cette forêt n'en ressort jamais. Et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les boussoles ne fonctionnent pas, tout comme beaucoup d'appareils électroniques, et en plus c'est une forêt très dense. C'est-à-dire qu'à certains endroits de la forêt, la lumière du soleil n'arrive même pas à y pénétrer. De plus, la forêt est très humide et il y a beaucoup d'animaux sauvages, ce qui veut dire qu'un corps peut être pratiquement décomposé en seulement 2-3 jours. Mais cette forêt est surtout tristement réputée pour son nombre de suicides, tous par pendaison. C'est d'ailleurs le deuxième lieu de suicide au monde, après le Golden Gate Bridge à San Francisco, ce qui lui a valu le surnom de The Suicide Forest. Il faut savoir que la culture japonaise n'a pas la même vision du suicide que notre culture occidentale. C'est-à-dire qu'un japonais qui a perdu son honneur, suite à la perte d'un emploi par exemple, peut retrouver son honneur en se suicidant et ainsi mourir dans la dignité. Mais maintenant, on peut se demander pourquoi autant de personnes décident de se suicider dans cet endroit précisément, la forêt d'Aokigahara. Cet engouement pour le suicide a débuté dans les années 50, lorsque l'écrivain Seisho Matsumoto a publié une nouvelle dans laquelle il explique que cette forêt est le lieu parfait pour mourir sans que l'on retrouve votre corps et en toute discrétion. A partir de ce moment-là, les suicides ont commencé à augmenter, mais je pense que le vrai moment charnière a été en 1993, lorsque l'écrivain Wataru Tsutsumi a sorti son livre Guide complet du suicide, où en plus d'expliquer toutes les techniques de suicide, d'expliquer les avantages, les inconvénients, il indique surtout que le meilleur lieu pour se suicider est la forêt d'Aokigahara. Les années suivantes, on a pu compter à peu près 100 suicides par an, et à partir de 2005, on est arrivé à plus de 300 suicides par an, c'est-à-dire à peu près un suicide par jour. Je sais pas si l'écrivain est vraiment fier de son œuvre. Ce phénomène a pris tellement d'ampleur que le gouvernement a décidé de mettre en place des dispositifs de surveillance de la forêt. Et même quand tu rentres dans la forêt, tu peux tomber sur des panneaux avec marqué « La vie est précieuse, appelez-nous, pensez à vos proches, ne vous suicidez pas ». Tout ça dans le but de limiter les suicides dans cette forêt. En étant devenu un véritable fléau, c'est presque devenu un sujet tabou au Japon. C'est-à-dire que certains japonais n'osent même pas prononcer le nom de la forêt, un peu comme tu sais qui. Et c'est ainsi devenu l'un des lieux les plus hantés du Japon. Et il y a eu de nombreuses légendes urbaines qui sont nées autour de ce lieu, comme par exemple que la forêt a poussé sur un champ de lave qui avait totalement détruit un village. Donc que cette forêt serait hantée par les yurei des villageois. Alors qu'est-ce que c'est un yurei? C'est l'âme d'une personne qui n'a pas été au paradis, mais qui est restée sur terre à cause de sa colère, sous forme d'un fantôme. Les Japonais pensent également que la forêt est hantée par les yurei, des personnes qui s'y sont suicidées. Pour te montrer à quel point les Japonais croient et redoutent les yurei, je vais te raconter une petite anecdote. Lorsque les gardes forestiers d'Aokigahara découvrent un cadavre, ils le ramènent dans leur refuge pour y passer la nuit avant de l'évacuer. Ils mettent le cadavre dans une chambre avec 2 lits, car les Japonais ne veulent pas laisser le mort seul dans une chambre, donc ils désignent au hasard un garde forestier qui occupera le second lit, et surtout qui s'assurera qu'un yurei ne prend pas possession du mort. C'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais les Japonais préfèrent dormir à côté d'un cadavre plutôt que de croiser un yurei en pleine nuit. Ensuite, je voulais absolument te parler du dernier film de Gus Van Sant, The Sea of Trees, qui est une traduction de Jukai, la mer d'arbres. Il a été présenté au Festival de Cannes, et durant la projection, les critiques, les journalistes ont carrément sifflé, alors qu'on peut voir de superbes images de la forêt d'Aokigahara. Ils ont quand même sifflé sans retenue le travail de plusieurs années d'un excellent réalisateur. Sinon, j'ai personnellement trouvé le film excellent, et surtout bien au-dessus des autres films présents au Festival de Cannes. Et avant de finir, je voulais aussi te parler de l'île d'Ashima, qui ressemble plutôt à un porte-avions, et qui avait d'ailleurs le surnom de l'île sans verdure. Cette ville s'est peuplée durant les années 50 pour exploiter une mine de charbon, et elle avait d'ailleurs la plus grande densité mondiale, avec à peu près 80 000 habitants au kilomètre carré. Mais au début des années 70, le pétrole a progressivement remplacé le charbon, et en seulement quelques mois, l'île a été totalement désertée, laissant à l'abandon de nombreuses habitations, 2 écoles, un hôpital, des magasins et même un bordel. L'île a été interdite pendant près de 40 ans à la visite, et depuis 2009, on peut aller la visiter. Et le Japon milite actuellement pour que cette île soit considérée comme un monument du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, cette chronique est terminée. Comme à partir de demain, avec David, on va à la Japan Expo pour filmer et faire 2 vidéos, j'avais envie de faire une chronique en rapport avec le Japon. Et comme tu as vu, c'est déjà la 20e chronique. On revient en septembre avec de nouvelles chroniques,
Et surtout, il y aura une chronique en été pour ne pas te faire trop patienter. Bon allez, à la prochaine. Est-ce que l'on peut vivre sur Mars? Alors au premier abord, hein, on a vu qu'on a trouvé de l'eau sur Mars, on pourrait se dire que le plus dur est fait. Mais non, c'est encore un peu plus compliqué. Mars a extrêmement changé. Si la question avait été posée il y a quelques milliards d'années, la réponse n'aurait pas du tout été la même.